Hello, je suis Camille, Webmaster Elementor et Tech Manager. J'aide les entrepreneuses à simplifier leur présence en ligne pour se concentrer sur la croissance de leur entreprise à travers de la création, de l'intégration ou de la gestion de sites Elementor, mais également de la mise en place et de la gestion d'outils techniques. Dans la pause café, on parle de technique, automatisation, intelligence artificielle, outils, mais aussi de web, en passant par un petit peu de business. Seul ou accompagné, je t'aide à développer ton entreprise et ta présence en ligne sans devenir techphobe entre 1 et 3 lundis par mois à 6h30. Alors j'espère que tu es prête et que tu es bien installée avec ta potion préférée. C'est parti, bonne écoute! Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la pause café. Aujourd'hui, je réponds à une inquiétude, à vraiment un appel au secours des fois que je peux avoir quand je discute avec des amis qui sont aussi entrepreneuses ou quand je discute des fois avec mes abonnés Instagram, dont peut-être toi qui m'écoutes. Et c'est tout simplement, au secours Camille, j'ai 36 000 outils, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Comment est-ce que je peux éviter d'avoir 36 millions de comptes, 36 millions d'outils et même parfois, je sais même plus ce que je paye, même parfois je sais même plus quel outil j'utilise et il y a même des fois où je vais vouloir refaire un compte sur un outil et il va me dire que j'ai déjà un compte. Au secours, comment est-ce que je fais pour vraiment avoir dans mon business uniquement les outils que j'utilise et pas 36 millions comme 36 millions de paires de chaussettes qui sont orphelines après avoir tourné dans une machine à laver. Cet épisode, si tu es dans ce cas-là, il est concrètement pour toi parce que je vais te donner en gros 4 points. Alors les points, ils sont pas forcément à prendre tout le temps ensemble, ils sont pas forcément à prendre dans l'ordre, mais je vais te partager en fait 4 points qui vont potentiellement t'aider à mieux sélectionner tes outils. Dans cet épisode de podcast, quand je vais parler de sélectionner un outil, c'est de sélectionner un outil parce qu'on en a un besoin, parce que on veut changer d'outil et qu'on doit faire une recherche. Je ne parle pas de sélectionner un outil quand on est en mode veille technique ou quand on veut tester un outil parce que on aime bien cet outil-là. Quoi qu'il y a certains points qui pourraient aider, mais voilà, c'est vraiment un épisode pour j'ai un outil actuellement de mailing pour envoyer des emails, ou alors j'en ai pas du tout, et il m'en faut un mieux, ou il m'en faut un tout court. Comment est-ce que je fais pour sélectionner un outil ? Parce que il en existe tellement des outils pour faire des campagnes d'emails que je passe plus de temps à chercher quel outil est fait pour moi que vraiment à passer à l'action. Alors, le premier point, ça va être tout simplement d'établir un budget technique. Ça peut paraître bizarre, mais quand on y réfléchit, tu vas voir, c'est pas con du tout. Depuis 2 ans, donc en 2024, c'est ma 2e année, au début d'année, donc janvier, quand je me pose et que je me dis, ok, voici les objectifs de 2024, voici les projets que je voudrais mettre en place en 2024, voici un petit peu le CA prévisionnel et voici les dépenses prévisionnelles que je vais avoir en 2024, je me fais virtuellement une petite enveloppe budgétaire au niveau technique. Je fais aussi ça pour tout ce qui est formation en ligne. Pourquoi ? Parce que ça m'évite de dépenser à foison dans les formations, dans les outils et de me retrouver à la fin de l'année avec une dépense technique de 6 000 €, voire parfois beaucoup plus. Qu'est-ce que j'entends par dépense technique ? C'est tout ce qui va être template, c'est tout ce qui va être licence, c'est tout ce qui va être forcément abonnement d'outils en ligne, c'est tout ce qui va être également extensions aussi, ça peut monter très très vite les extensions payantes quand on n'a pas l'habitude. Bref, c'est tout ce qu'on ajoute à la partie tech de l'entreprise. Et pour les formations, c'est tout simplement tout ce qui touche aux formations en ligne. Et au début d'année, du coup, je regarde l'année précédente. Donc là, en janvier 2024, j'ai regardé 2023. J'ai vu qu'en outil, j'avais eu, je crois, 3 000 € en outil. En tech, j'avais eu 3 000 € de dépenses. À peu près la même chose en formation, je crois, pour 2023. Et je me dis, ok, je fais un petit bilan sur les 3 000 €. Est-ce que vraiment les 3 000 €, ça a été vraiment investi de façon raisonnable ou est-ce qu'il y a eu des dépenses que j'aurais pu très bien m'en passer ? Techniquement, des templates Travecard de pages de vente que j'ai acheté une blinde, j'aurais largement pu m'en passer parce que finalement, j'ai acheté des templates de pages de vente sur Travecard
pour au final faire une page de vente, moi, de mon côté, parce qu'une fois que je l'ai acheté et que je l'ai utilisé, finalement, ça me plaisait pas plus que ça. Ça fait partie un peu du budget tech que je me dis à la fin de l'année, ok, j'aurais peut-être pu éviter de payer une centaine d'euros pour ça. Donc voilà, on fait un peu le bilan, on voit un petit peu dans quoi on a dépensé. Tiens, j'ai un outil ici, je sais pas, qui me permet de suivre les stats de mon podcast. Est-ce que vraiment j'ai besoin de payer un outil pour suivre les stats de mon podcast, en plus d'avoir, par exemple, mon hébergeur qui permet de faire techniquement la même chose. Bref, on se pose des questions comme ça et on se dit, ok, donc sur les 4000, il y avait peut-être 1000 euros qui n'étaient pas forcément indispensables, que j'aurais pu mettre autre part. Du coup, cette année, on va faire une fourchette, on va dire que j'ai 3000 euros de budget technique pour cette année. Donc pour 2024, j'ai 3000 euros, imaginons. Ce budget-là, il est annuel. Alors après, libre à toi de le mettre en format mensuel pour te dire, ok, tous les mois, j'ai une enveloppe, un budget type j'ai une enveloppe finalement d'argent que j'alloue à la partie technique annuellement et mon but c'est de plus ou moins éviter de dépasser cette enveloppe. Tu peux dépasser cette enveloppe, forcément tu vas dépasser parfois l'enveloppe, c'est obligé, mais le but c'est pas non plus de dépasser 2000 euros tous les mois ou de 4000 euros tous les ans. Ça veut dire que tu as mal fait ton prévisionnel de dépenses. Pourquoi c'est important d'établir un budget clair pour la technique et en particulier du coup dans les outils, parce que du coup ça permet d'éviter de prendre des outils à foison. C'est tellement rapide de payer en ligne, c'est tellement rapide de créer un compte sur plein de sites internet d'outils que c'est très très rapide aussi de prendre un abonnement à 5 $ par-ci, 10 $ par-là, 6 euros par-là, etc., etc. Sauf que 5 plus 6 plus 10, ça commence à faire au bout d'un moment mensuellement beaucoup. Et le but avec ton entreprise, c'est pas de payer des 1000 et des 100 en termes d'outils, surtout si c'est des outils que techniquement tu n'auras pas forcément besoin en version pro. C'est de faire de la moula, mais surtout de vivre de ton activité et de pouvoir investir dans ce que tu souhaites investir. Donc si tu souhaites pas investir 6 000 euros en termes d'outils parce que c'est pas dans tes objectifs, c'est important d'établir un budget. Petit point également, petit conseil dans la partie budget, ce que je te conseille de faire du coup, c'est de faire une petite base de données sous Notion ou un Google Sheet, ça marche aussi très très bien, où tu vas lister tous les outils que tu utilises. Les outils gratuits, les outils payants annuellement et les outils payants mensuellement. Pourquoi ? Parce que comme ça va te permettre de voir quel outil tu utilises, s'il est gratuit, s'il est payant, et s'il est payant, à combien tu payes par mois, combien ça fait à l'année, et s'il est payant à l'année, est-ce que tu en as vraiment besoin à l'année ? Ça permet également, si jamais tu testes un outil, de l'ajouter et de dire « Ok, cet outil, il est à tester, en cours de test, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vire, est-ce qu'on le met de côté, est-ce que je le passe en gratuit ?» Ça permet aussi d'avoir, par exemple, un outil gratuit où tu dis « Ok, j'ai besoin d'avoir un peu plus de fonctionnalités, je vais passer sur le format payant. » Et donc, ça permet comme ça de suivre un petit peu, finalement, comme un CRM avec des personnes, sauf que là, c'est un CRM d'outils, finalement. Et donc, ça permet comme ça de bien piloter les dépenses et qu'est-ce que tu utilises et pourquoi tu l'utilises. Dans cette base de données, ce que tu peux faire, c'est de mettre une propriété de texte pour Notion, et sinon, dans Excel, tu fais tout simplement une colonne avec écrit description, et en une petite ligne, si tu veux pas écrire un roman, tu expliques à quoi sert l'outil. Pour moi, par exemple, MailerLite, j'ai mis envoie des newsletters et envoie des séquences d'emails. Make permet d'automatiser les outils entre eux. Notion, gestion de projet, plus création de contenu, plus gestion des clients. Et comme ça te permet de poser des mots sur cet outil, et le fait de réfléchir à se dire « Ok, cet outil, pourquoi je l'utilise ? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin dans mon business ?» Ça permet vraiment de se dire « Ok, cet outil-là, c'est mon outil de formulaire, c'est mon outil de quiz, c'est l'outil qui prend une place dans mon business parce que grâce à lui, je peux faire des quiz pour mes prospects, grâce à lui, je peux faire des quiz pour avoir les retours clients. C'est un outil important pour moi, par exemple. » Donc voilà, tu fais une petite base de données Notion. Alors, je t'avoue que quand tu as beaucoup d'outils au début et que tu dois faire une base de données Notion, c'est une très très grosse base de données Notion ou un très très gros Google Sheet. Mais il faut bien commencer quelque part. Tu risques d'ailleurs d'oublier certainement des outils, mais là encore, voilà, c'est pas très très grave. Tu rajouteras au fur et à mesure. Mais voilà, il faut alimenter cette base au fur et à mesure parce que ça prend du temps
de remplir des outils dans cette base de données. Je sais de quoi je parle, donc voilà, une petite base de données, un petit Google Sheet pour savoir qu'est-ce qui se passe en termes d'outils dans ton entreprise. Deuxième point indispensable pour moi pour sélectionner un outil, quand on recherche un outil en particulier, c'est de bien lister ses attentes, de bien lister ses besoins. Qu'est-ce qu'on attend de cet outil? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet outil en particulier? Pourquoi est-ce qu'on veut envoyer des newsletters? Si on a un outil de newsletter, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce que le fait d'avoir glissé-déposé, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on voudrait avoir des templates? Est-ce que on aimerait avoir la possibilité de faire des séquences? Est-ce qu'on aimerait avoir la possibilité de faire de l'automatisation avec Make? Est-ce qu'on a la possibilité d'intégrer cet outil-là à WordPress ou à un autre CMS? Bref, quels sont vraiment les points importants que tu recherches dans cet outil-là? Là, j'ai fait l'exemple avec la newsletter, mais par exemple, si je fais un exemple avec Notion, je veux un outil qui permet de faire de la gestion de projet, qui permet de faire mes CRM, qui permet de faire également ma production de contenu, un outil où quand je crée des pages, je peux les partager en public, ou alors je peux inviter des gens dessus pour qu'ils puissent collaborer, etc., etc. Bref, quels sont vraiment tes attentes, quels sont tes besoins que tu as besoin pour cet outil? Et la meilleure façon, et il n'y a pas 36 solutions, c'est quelque chose de très très chiant, je le sais, mais il n'y a pas 36 façons de faire. C'est de se poser devant l'ordi, sur son bureau quelque part, prendre le clavier, la souris ou papier crayon, ça marche aussi, et de lister, ok, je veux cet outil parce que, je veux cet outil, pourquoi? Et puis, pourquoi encore? Et qu'est-ce que j'aimerais encore? Et quoi encore? Etc. Le but, c'est vraiment de pousser, en fait, cette réflexion au niveau des besoins. Je veux un outil pour envoyer des emails. Ok, mais encore, je voudrais envoyer des emails et construire des emails facilement. Ok, mais encore. Ça serait cool si on pouvait mettre un compteur dans les emails pour, par exemple, faire des ventes avec un compteur. Ok, mais encore. Du coup, il faudrait pouvoir faire des groupes et segmenter un petit peu nos abonnés. Ok, mais encore. Non, mais ça serait vraiment trop bien si, en segmentant un petit peu les gens, on peut leur envoyer des emails différents. Ok, mais encore. Mais ça serait trop bien de pouvoir faire des séquences d'automatisation. Ok, mais encore. Mais alors, il faudrait faire des séquences d'automatisation, parfois avec des conditions. Ok, mais encore. Voilà, toujours repousser, mais encore. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Etc. Creuser. Le fait de lister ses besoins et ses attentes par rapport à un outil en particulier qu'on est en train de chercher, ça peut se faire en 5 minutes, ça peut se faire en une demi-heure, ça peut se faire en une journée, ça peut se faire parfois sur plusieurs jours. Il y a peut-être un moment où tu vas dire, ok, là j'ai assez creusé, j'ai tous mes besoins, tout ce que j'ai besoin, je ferme le truc, je laisse reposer et je reprends quelques jours plus tard. Ok, est-ce que mes besoins c'est toujours les mêmes? Est-ce que j'ai pas pensé à un autre truc d'un coup? Voilà, c'est très très chiant. Personnellement, c'est vraiment l'étape pour moi qui est vraiment la plus relou, c'est vraiment d'écrire et de poser des mots sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends de cet outil, pourquoi est-ce que je recherche un outil, quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin qui vont faire que je vais prendre cet outil-là en particulier. Troisième point, alors c'est un peu comme les besoins, sauf que là, c'est les besoins non négociables. Moi, j'appelle ça tout simplement les non négociables. C'est tout simplement les critères, les besoins que tu vas pas pouvoir négocier parce que c'est indispensable pour toi. Par exemple, sur mon outil de mail, on va avoir l'outil A, l'outil B. L'outil A, il est moins cher, mais on peut pas faire de séquences automatisées depuis l'outil en particulier. L'outil B, il est plus cher, mais on peut faire des automatisations natives dedans, donc directement depuis l'outil pour envoyer des séquences d'email. Moi, mon non négociable, c'est de pouvoir faire des séquences d'email. Donc tant pis, je vais payer potentiellement un petit peu plus cher, mais il a ce critère de non négociable. On va avoir aussi du non négociable, donc hormis au budget, on va aussi avoir du non négociable sur les fonctionnalités. J'ai besoin d'un outil qui puisse se connecter facilement avec d'autres outils, soit avec Make directement ou Zapier, soit de façon native, c'est-à-dire directement interne à lui avec d'autres outils. Ça, c'est un non négociable. Si l'outil, même s'il est beau, même s'il est incroyable, même si tout le monde en parle, même s'il est pas cher, gratuit, peu importe, même si c'est Steve Jobs qui l'a fait, si je n'ai pas ça dans cet outil, je ne le prends pas. Parce que pour moi, le fait qu'il puisse se connecter et parler avec d'autres outils, c'est un non négociable. Et il faut lister les non négociables avec autant d'applications que les besoins.
parce que les non négociables, donc en général les non négociables, c'est des besoins non négociables, donc c'est pour ça que si tu travailles très bien tes attentes et tes besoins, l'étape 3, en fait la partie 3 sur les non négociables, elle est relativement plus rapide et plus simple à faire parce que tu auras déjà fait le plus gros du boulot avant. Mais vraiment les non négociables, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de faire un choix et de faire un tri dans les outils. Il y a certains outils que j'utilise pas parce que ils ne rentrent pas dans mes non négociables. Voilà. Par exemple, un outil d'automatisation, moi je cherche un outil d'automatisation pas cher, où je peux supporter le coût. Ça, c'est non négociable pour moi. Je suis pas prête à dépenser 39 €, 49 €, 60 € par mois pour un outil d'automatisation, même si j'ai une trentaine d'automatisations à l'heure actuelle sur Make. Donc, mon non négociable, forcément, en termes de budget, Zapier, il coince un peu. Donc, je vais aller vers Make. Voilà, c'est vraiment non négociable. Et enfin, le dernier point pour sélectionner son outil, c'est la prise en main, bien évidemment. Et d'autant plus si tu n'es pas dans un métier très technique, si les outils, l'automatisation, les API, bref, tout ce qui est tech, ça te fait un petit peu peur ou c'est pas forcément ton kiff ou c'est pas ton domaine. La prise en main, c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Est-ce que l'outil, il est convivial? Est-ce qu'il est simple à prendre en main? Ou est-ce qu'il faut aller chercher par A plus B plus C que Y, il est à la place de X et que Z, il est à la place de W? Je te donne un exemple en termes de convivialité. L'interface business de Meta, de Facebook pour les campagnes de pub, il est affreux pour moi parce qu'il est pas du tout convivial. Parce que si tu fais pas attention, tu peux faire des campagnes et créer des gestionnaires de pub un peu partout, et si tu cliques sur le mauvais truc, bah ça t'ajoute d'autres trucs et c'est pas du tout convivial, c'est le bordel, t'as des sous-menus de menus et t'as pas la même interface d'un menu à un autre, c'est pas convivial pour moi et ça me dérange vraiment. Donc voilà, la convivialité et le fait que ça soit simple. Alors, petit disclaimer, tu peux avoir un outil très complexe au niveau fonctionnalité, mais qui soit simple et qui soit surtout logique. A contrario, tu peux avoir des outils qui ont très peu de fonctionnalités, qui sont plutôt simples et basiques, mais où c'est vraiment le bordel pour s'y retrouver et on sait pas trop où cliquer. Et à moins de vraiment passer du temps et de vraiment avoir pris le coup de main dessus, quelqu'un qui irait pas en temps normal, il serait un petit peu perdu parce que ça serait pas intuitif. Deuxième point pour la prise en main, c'est la technicité et la partie accessibilité des outils. C'est-à-dire, est-ce que l'outil, il est relativement adapté? Est-ce qu'il est accessible à quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences techniques? Est-ce que l'outil en particulier, il s'adresse à tout le monde? Je te fais un exemple. Postman, c'est un outil qui est relativement pratique, par exemple pour faire des tests, API, etc. En fait, c'est ce que tu fais avec Make, sauf que là, c'est un peu plus poussé et ça permet... Enfin, moi, j'utilise pour faire des tests. Postman, je mets quelqu'un devant qui ne s'y connaît pas du tout, il est perdu. Il sait pas quoi faire, il sait pas comment faire. Alors qu'avec Make et Zapier, qui fait relativement la même chose, il y a une interface. Donc c'est plus accessible et oui, c'est technique, mais beaucoup moins. Pareil, quand tu crées un site internet, je te mets en face d'un code de site internet. Là, au niveau technicité, c'est plus parce qu'il faut vraiment être dans le domaine et avoir les compétences pour bien comprendre ce qui se passe. Alors que si je te mets la même chose, mais avec une interface comme avec WordPress, le fait qu'il y ait une interface qui traduit un petit peu ce langage technique, ça va te rassurer et du coup, ça va devenir accessible. Tu peux avoir un outil qui est très technique, mais pour autant qu'il soit accessible. C'est le cas avec WordPress. WordPress, il est très technique parce qu'on peut aller dans le code, on peut écrire des bouts de code, on peut modifier des fichiers, etc., etc. Pour autant, il est, entre guillemets, c'est pas le plus accessible, mais il est accessible parce qu'il a une interface qui est intuitive. Et pour quelqu'un qui connaît pas le code, qui connaît pas le langage de programmation, qui a pas forcément envie de mettre les mains directement dedans, il peut quand même se débrouiller à faire un petit site relativement sympa avec des extensions et avec toute la partie interface, l'interface, tout simplement. Et troisième point de la prise en main, c'est la disponibilité du support client et la présence de tutoriels en ligne. Est-ce que ça te dérange de ne pas avoir accès à un support client? Il y a certains outils en version gratuite et même parfois avec le premier palier d'abonnement, le support est pas disponible. Il faut payer soit l'abonnement, le premier palier, soit encore plus cher pour avoir accès à un support vraiment client et pas juste à un forum.
Ça, c'est peut-être quelque chose qui va te poser problème. Est-ce que l'outil que tu es en train de sélectionner, il est suffisamment, entre guillemets, populaire pour avoir des posts sur les forums, des vidéos tutoriels et de présentations sur YouTube ou des articles de blog? Si déjà ton outil, il a pas beaucoup de documentation, il a pas beaucoup de vidéos tutoriels, il a pas beaucoup de posts sur les forums, c'est que, soit il est très très neuf et dans ce cas à prendre avec des pincettes, soit il est très pourri, on va pas se le cacher. Donc voilà, est-ce que pour toi le support client c'est indispensable? Dans mon cas, le support client, j'avoue, c'est très rare. C'est très très rare que je fais appel au support client parce que j'adore chercher sur internet, que quand j'ai un problème, je passe du temps à chercher sur internet la solution à mon problème, et parce que c'est mon métier, c'est mon quotidien, donc j'ai pris cette habitude-là. Mais c'est vrai que quand j'ai besoin de contacter le support, en général, c'est que j'ai vraiment des questions très, très spécifiques. Et quand parfois, avec la version gratuite ou le premier palier, je vois que je peux pas contacter le support, je t'avoue que ça me refroidit un petit peu. Surtout que, comme je te l'ai dit, en général, quand je contacte les supports, c'est pas juste pour dire ou je ne trouve pas comment afficher ce truc-là. C'est que j'ai vraiment un gros problème, quoi. Donc ça aussi, ça peut faire partie de critères, le support et les tutoriels en ligne pour sélectionner ton outil. Bon, alors, si je récapitule bien, comme je te l'ai dit au début de l'épisode, c'est pas obligé que ce soit les 4 points pour sélectionner un outil. Tu peux très bien utiliser le budget, les besoins et la prise en main. Mais voilà, au niveau du récap, comment bien sélectionner son outil? Avec le budget, donc établir un budget clair pour les outils en ligne et je pense pour la tech de ton entreprise en règle générale, optimiser les dépenses et éviter les petits couacs financiers, les petites dépenses qui sont vraiment minimes. Donc pour ça, tu peux faire un Notion ou un suivi des dépenses avec Google Sheets, ça marche aussi. Bien lister et bien noter ses attentes et ses besoins dont tu as besoin actuellement. Et bien lister les fonctionnalités dont tu as besoin. Et en te posant la question de oui, mais ou et quoi, et puis quoi encore. N'hésite pas à te poser la question à voix haute, tu verras, ça aide vraiment. Troisième point, c'est tout simplement les non négociables. Donc comme je te l'ai dit, si tu as déjà beaucoup travaillé tes besoins et tes attentes, normalement les non négociables se regroupent parce que c'est finalement tes besoins où tu ne vas pas négocier. Ou c'est soit l'outil, il a ce besoin-là et dans ce cas c'est ok, soit il l'a pas et donc dans ce cas ça dégage. Et enfin, dernier point, la prise en main. Donc la convivialité de l'outil. Est-ce que l'outil, il est très technique? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que le support client, il est disponible ou est-ce qu'il faut prendre une version payante, par exemple, pour avoir le support client? Et enfin, dernier point, est-ce que il est suffisamment populaire, entre guillemets, pour avoir des tutoriels, des posts sur les forums, des vidéos YouTube? Bref, est-ce que on a déjà entendu parler de cet outil-là sur Internet, tout simplement? Et voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura aidé à mieux sélectionner un outil ou à mieux sélectionner tes outils et à te donner des conseils pour essayer de gérer en fait toute cette panoplie d'outils que tu as forcément dans ton business, dans ton entreprise. Si jamais tu souhaites débuter, mettre un pied dans le plat en termes d'automatisation, ou alors que tu as débuté l'automatisation mais que voilà, tu voudrais quand même être un minimum accompagné, je peux te proposer mon challenge gratuit qui s'appelle le Codex où pendant 5 jours, je vais te donner une vidéo avec une automatisation à faire et dans cette vidéo, il y a une première partie où on voit ensemble le schéma et ensuite, je t'explique pas à pas, clic par clic, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour tout simplement faire l'automatisation. Donc on va automatiser avec Make, Notion, Tally, on va automatiser le CRM, on va automatiser les chiffres de ton podcast, le suivi des stats de ton podcast, on va automatiser les relances clients, bref, on va automatiser beaucoup de choses. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je te mettrai le lien vers le codex dans la description de cet épisode. En attendant, on se retrouve prochainement pour un prochain épisode de la pause café. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et une très belle semaine. Salut, salut! C'est déjà la fin, tu es encore là? Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut, salut!